Le 23 septembre 1857, dans une plantation prospère de la Louisiane française, 15 personnes périrent dans d'atroces souffrances lors du plus somptueux mariage jamais organisé dans la région. Mais ce ne fut ni une épidémie, ni un accident. Ce fut l'œuvre calculée d'un homme réduit en esclavage qui avait passé 20 années à préparer sa vengeance, une bouchée après l'autre. Si cette histoire vous glace déjà le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez découvrir sur les cuisines de cette demeure maudite pourrait bien changer votre regard sur chaque plat que l'on vous sert. Mais pour comprendre pourquoi Auguste Beaumont, un esclave cuisinier réputé pour ses talents exceptionnels, décida de transformer un festin de mariage en banquet mortel, il nous faut remonter aux origines de cette tragédie dans les terres humides et oppressantes du delta du Mississippi, là où l'or blanc du coton cachait les secrets les plus noirs de l'âme humaine. En cette moitié du XIXe siècle, la Louisiane demeurait encore profondément marquée par son héritage français, malgré son rattachement aux États-Unis depuis l'achat de 1803. Dans les paroisses rurales du sud de l'État, les grandes familles créoles perpétuaient un mode de vie aristocratique fondé sur l'exploitation de vastes domaines agricoles et le travail forcé de centaines d'esclaves africains et de leurs descendants. La région baignait dans une atmosphère particulière, où se mêlaient les parfums entêtants des magnolias, l'humidité oppressante des marécages et les échos lointains des champs de travail qui s'élevaient des champs de coton. Les bayous serpentaient paresseusement entre les terres cultivées, charriant leurs eaux sombres chargées de mystères et de légendes que se transmettaient les esclaves de génération en génération. La plantation Belmont s'étendait sur plus de 3000 acres le long des méandres paresseux du bayou Saint-Martin, à une trentaine de milles au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. Ces champs de coton ondulaient à perte de vue sous le soleil écrasant, ponctués çà et là par les chênes centenaires drapés de mousse espagnole qui donnaient au paysage cette beauté mélancolique si caractéristique du Deep South. Au lever du jour, la rosée perlait sur les capsules de coton comme autant de diamants, créant un spectacle d'une beauté trompeuse qui masquait la dure réalité du labeur quotidien. Les terres de Belmont avaient été défrichées à la sueur et au sang des esclaves, arrachées aux marécages hostiles, génération après génération. Chaque acre cultivé représentait des milliers d'heures de travail sous un soleil de plomb, des dos brisés par l'effort, des mains écorchées par les tiges rugueuses du coton. Cette histoire douloureuse imprégnait le sol même de la plantation, comme si la terre avait bu les larmes et le sang de ceux qui l'avaient façonnée. La demeure principale, construite dans le style créole traditionnel avec ses larges galeries couvertes et ses colonnes de cyprès blancs, dominait ce petit royaume de 3 étages. Architecture majestueuse qui contrastait violemment avec les cases misérables où s'entassaient les esclaves. Elle symbolisait à elle seule toute l'injustice du système. Ses volets verts se détachaient élégamment sur la façade blanche immaculée, tandis que ses vérandas abritaient les maîtres de la chaleur accablante que subissaient en permanence leurs serviteurs. Elle abritait la famille Beauregard depuis 4 générations. Octave Beauregard, le patriarche de 68 ans aux cheveux blancs, soigneusement pommadés et à la barbiche taillée selon la mode parisienne, sa défunte épouse Célestine, dont le portrait à l'huile ornait encore le grand salon dans un cadre doré, et leurs 3 enfants adultes qui perpétuaient l'œuvre familiale avec un mélange de fierté aristocratique et d'aveuglement moral. Thibault, l'aîné de 42 ans, gérait les aspects commerciaux de l'exploitation avec une froide efficacité héritée de son père. Homme cultivé qui parlait couramment français, anglais et espagnol, il entretenait une correspondance suivie avec les négociants de Liverpool et du Havre pour écouler la production de coton. Mais sous ses manières raffinées se cachait une cupidité impitoyable qui le poussait à pressurer toujours davantage ses esclaves pour maximiser les profits. Marguerite, 38 ans, incarnait parfaitement la dame créole de son époque. Pieuse et charitable en apparence, elle s'occupait de la correspondance familiale et des œuvres de charité locales.
distribuant quelques aumônes aux pauvres blancs, tout en fermant les yeux sur la misère de ses propres esclaves. Sa beauté fanée conservait encore des traces de cette grâce créole qui avait fait sa réputation dans la jeunesse, mais ses traits s'étaient durcis avec les années, trahissant l'amertume d'une femme qui n'avait jamais trouvé l'amour véritable. Et Philémon, le Benjamin de 35 ans, supervisait directement le travail des esclaves dans les champs avec une brutalité qui choquait même ses contemporains. Plus dur que son père, plus cruel que son frère, il considérait les Noirs comme du bétail qu'il fallait dresser à coups de fouet. Sa violence gratuite et ses colères imprévisibles en faisaient l'homme le plus redouté de la plantation, celui dont le simple nom faisait trembler les enfants esclaves. Comme toutes les grandes plantations de l'époque, Belmont fonctionnait tel un village autarcique avec ses propres lois, ses propres traditions, ses propres hiérarchies. Derrière la maison principale s'alignaient les cases des esclaves domestiques, construction de bois brut, au toit de bardeaux, où s'entassaient des familles entières dans des espaces confinés. Plus loin, les ateliers du forgeron, du menuisier et du sellier résonnaient du matin au soir du bruit des outils et des machines, tandis que les écuries abritaient les chevaux de race que montaient les maîtres pour leurs promenades dominicales. Les granges débordaient de la richesse produite par cette exploitation humaine, balles de coton, sacs de maïs, tonneaux de mélasse et de rhum. Et au cœur de ce complexe, la cuisine séparée où Auguste Beaumont régnait en maître incontesté depuis plus de 20 années, temple de l'art culinaire qui contrastait étrangement avec la brutalité environnante. Cette cuisine était elle-même un petit univers, avec ses fourneaux de briques, ses batteries de casseroles en cuivre, ses garde-manger remplis d'épices rares et de condiments exotiques. Auguste y avait aménagé son propre laboratoire secret, dissimulé derrière des étagères de bocaux d'herbes séchées où il menait ses expériences botaniques loin des regards indiscrets. Auguste n'était pas un esclave comme les autres, et tous le savaient sur la plantation. Né sur ces terres en 1815 d'une mère couturière et d'un père inconnu peut-être blanc, il avait montré dès l'enfance des dispositions exceptionnelles pour l'art culinaire. Ses petites mains façonnaient déjà des merveilles avec les restes de cuisine, inventant des saveurs inédites qui surprenaient même les cuisinières expérimentées. Le vieux Beauregard père, reconnaissant ce talent exceptionnel et comprenant le profit qu'il pourrait en tirer, avait pris la décision inhabituelle de faire former Auguste par un chef français de renom. Maître Dubois était venu spécialement de la Nouvelle-Orléans pendant 6 mois pour initier ce jeune esclave au secret de la grande cuisine française. Leçon qui avait coûté une fortune à la famille Beauregard, mais qui s'était révélé être l'un de leurs meilleurs investissements. Auguste maîtrisait désormais les subtilités de la cuisine créole comme peu d'hommes libres, mêlant avec virtuosité les traditions françaises héritées des premiers colons, les épices africaines apportées par les esclaves, et les produits locaux du bayou que lui fournissaient chasseurs et pêcheurs de la région. Ses sauces étaient légendaires, ses pâtisseries sublimes, ses plats de gibier inégalés dans toute la Louisiane. Sa réputation dépassait largement les limites de la plantation Belmont. Les familles les plus en vue de la région se disputaient ses services pour leur réception, prêtes à payer des sommes considérables pour s'assurer les talents de ce cuisinier extraordinaire. Octave Beauregard tirait une fierté particulière des compliments que recevait son cuisinier, se rengorgeant quand les invités le félicitaient de posséder un tel trésor. Car Auguste demeurait une propriété, un bien meuble inscrit dans les registres de la plantation au même titre que le bétail et les outils agricoles, évalué à $2500 dans les livres de compte, malgré le respect apparent que lui témoignaient les maîtres quand ils avaient besoin de ses services. Cette contradiction permanente entre reconnaissance publique et négation privée de son humanité constituait la blessure centrale de l'existence d'Auguste. Cette ambiguïté de statut, cette reconnaissance de son talent accompagnée du déni de sa humanité, avait façonné le caractère d'Auguste au fil des années comme l'eau façonne la pierre. En surface, il se montrait toujours déférent, efficace, presque invisible dans ses déplacements à travers la grande maison. Il connaissait l'art de se faire oublier, de devenir transparent aux yeux de ceux qui le côtoyaient quotidiennement.
Mais sous cette façade de domestique parfait couvait une rage froide, alimentée chaque jour par 1000 humiliations quotidiennes. Ces humiliations prenaient 1000 visages. Un geste impatient quand il servait trop lentement, un reproche cinglant quand un plat ne correspondait pas exactement aux attentes, un regard méprisant quand il osait exprimer une opinion sur les ingrédients. Pire encore, les conversations qu'il entendait malgré lui, où les maîtres débattaient de sa valeur marchande comme s'il s'agissait d'une bête de somme, supputant son âge de revente ou son potentiel de reproduction. La société créole de Louisiane entretenait en effet des rapports particulièrement complexes avec l'esclavage, bien différent de la brutalité franche des autres États du Sud. Plus raffinée dans ses manières, pétrie de culture française et catholique, elle se piquait de paternalisme et de traitement humain de sa main-d'œuvre servile. Les maîtres se targuaient de bien nourrir leurs esclaves, de les soigner quand ils étaient malades, de respecter leurs unions et leurs traditions religieuses. Mais cette façade civilisée ne dissimulait qu'imparfaitement la violence intrinsèque du système, violence d'autant plus pernicieuse qu'elle se parait des oripeaux de la bienveillance. Car sous les dehors polissés demeurait l'arbitraire le plus total. Le droit de vie et de mort, le pouvoir de séparer les familles, l'autorité de vendre, d'acheter, de punir selon le seul bon vouloir du maître. Et Auguste en avait fait l'amère expérience depuis son plus jeune âge, apprenant à ses dépens que la gentillesse des oppresseurs n'était qu'un masque posé sur leur cruauté foncière. C'est à l'été de 1837 qu'eut lieu l'événement qui scella définitivement le destin d'Auguste Beaumont et de la famille Beauregard. L'esclave avait alors 22 ans et venait d'épouser Céleste, une jeune femme de 18 ans qui travaillait comme couturière dans la maison principale. Leur union avait été bénie par le père Boudreau, l'aumônier de la plantation, et même célébrée modestement dans les quartiers des esclaves avec l'autorisation exceptionnelle du maître. Céleste attendait leur premier enfant quand éclata dans la région une épidémie de fièvre jaune particulièrement virulente. La maladie, transmise par les moustiques des marécages environnants, frappait aveuglément riches et pauvres, maîtres et esclaves. Mais quand il s'agissait de soins médicaux, les priorités étaient claires. Le docteur Lachapelle, médecin attitré de la famille Beauregard, fut appelé en urgence pour soigner Marguerite, qui présentait les premiers symptômes de la fièvre. Il apporta avec lui les dernières doses d'un remède rare et coûteux, récemment arrivé d'Europe, réputé efficace contre le fléau tropical. Marguerite fut sauvée après quelques jours d'angoisse. Le même jour, Céleste fut prise des mêmes symptômes. Auguste supplia qu'on lui administre le même traitement, mais il ne restait plus de médicaments, et le docteur Lachapelle refusa catégoriquement de gaspiller sur une esclave enceinte les dernières réserves qui pourraient sauver d'autres membres de la famille blanche. « Il faut faire des choix », avait-il déclaré froidement devant Auguste agenouillé, et les choix sont évidents. Céleste et l'enfant qu'elle portait moururent dans d'atroces souffrances 3 jours plus tard, tandis que Marguerite Beauregard se rétablissait complètement. Auguste veilla le corps de sa femme toute une nuit dans leur case exiguë, et ceux qui l'approchèrent cette nuit-là racontèrent plus tard qu'ils n'avaient jamais vu regard plus terrifiant que le sien dans la lueur vacillante des chandelles. Le lendemain matin, Auguste reprit son service comme si de rien n'était. Il prépara le petit déjeuner de la famille, servit le thé à Marguerite convalescente, avec la même déférence qu'à l'accoutumée, et répondit aux compliments d'Octave Beauregard sur l'excellence de ses biscuits, par son habituel « Merci, maître », murmurait tête baissée. Mais quelque chose avait changé à jamais dans l'âme d'Auguste Beaumont. Ses compagnons d'infortune remarquèrent qu'il ne parlait plus guère, ne participait plus aux chants du soir dans les quartiers, et passait ses heures libres à griffonner mystérieusement dans un petit carnet qu'il dissimulait toujours soigneusement. Ce que nul ne savait, c'est qu'Auguste avait commencé cette nuit-là à tenir un journal méticuleux. Pas un journal ordinaire, mais un registre minutieux de chaque plat servi, chaque ingrédient utilisé, chaque réaction des convives aux saveurs qu'il leur proposait. Il étudiait les goûts de chacun des membres de la famille Beauregard, avec l'attention d'un naturaliste observant des spécimens rares.
Il nota que Octave raffolait des pralines à la noix de pécan et ne pouvait résister aux beignets fourrés à la confiture de figues, que Thibaut préférait les plats épicés et buvait toujours 2 tasses de café noir après le dîner, que Marguerite adorait les petits gâteaux aux amandes et les crèmes parfumées à l'eau de rose, que Philémon dévorait tout ce qu'on lui servait mais montrait une prédilection pour les viandes en sauce et les desserts au chocolat. Pendant des mois, puis des années, Auguste accumula ses observations avec une patience de damné. Il expérimenta des associations de saveurs de plus en plus sophistiquées, gagnant encore en réputation culinaire, tout en perfectionnant sa connaissance intime des papilles de ses maîtres. Car Auguste préparait autre chose qu'un simple répertoire gastronomique. Il élaborait les fondations d'une vengeance d'une subtilité diabolique. Les années passèrent avec la lenteur oppressante des étés louisianais, et la plantation Belmont prospéra au rythme des cycles du coton. Chaque automne apportait sa moisson dorée. Chaque printemps ses nouvelles plantations. Chaque été ses profits considérables, qui permettaient à la famille Beauregard d'agrandir encore leurs terres et d'acquérir de nouveaux esclaves. L'argent coulait à flots, financé par la sueur et le sang de centaines d'êtres humains réduits au statut de marchandises. Auguste vieillit dans l'ombre des cuisines, devenant une figure respectée mais paradoxalement de plus en plus transparente de la maisonnée. Plus sa réputation grandissait, plus les maîtres le considéraient comme un meuble précieux mais inanimé, incapable d'éprouver des sentiments profonds ou de nourrir des rancunes durables. Ils le voyaient préparer leurs repas avec la même régularité mécanique qu'une horloge égrène les heures, sans imaginer un instant la tempête qui grondait sous cette apparente placidité. Cette myopie des oppresseurs, cette incapacité congénitale à concevoir la complexité psychologique de ceux qu'ils asservissaient, constituait l'atout principal d'Auguste dans la préparation minutieuse de son projet de vengeance. Il cultivait soigneusement cette image d'esclave modèle, ponctuel comme un métronome, silencieux comme une tombe, prévisible comme les marées. Jamais une récrimination qui aurait pu éveiller les soupçons, jamais un mouvement d'humeur qui aurait trahi ses véritables sentiments, jamais un regard de travers qui aurait révélé la haine qui le consumait. Au contraire, Auguste perfectionna au fil des années l'art de l'invisibilité sociale. Il apprit à se mouvoir dans la grande maison comme un fantôme bienveillant, anticipant les désirs avant même qu'ils ne soient exprimés, devançant les ordres avant même qu'ils ne soient formulés. Cette perfection dans l'effacement de soi lui valait les compliments des maîtres, qui vantaient à leurs invités la discrétion exemplaire de leurs cuisiniers. Pourtant, derrière cette façade soigneusement entretenue, Auguste développait une érudition secrète qui aurait stupéfié ses maîtres s'ils en avaient eu connaissance. Il avait appris à lire et à écrire en épiant les leçons données aux enfants Beauregard par leurs précepteurs, dissimulés derrière les portes entrebâillées ou les cloisons minces qui séparaient les pièces de service des salons familiaux. Cette instruction clandestine avait été un processus long et douloureux, émaillé de frayeurs constantes d'être découvert, car l'alphabétisation des esclaves était strictement interdite par les lois de la Louisiane, considérée comme dangereuse pour l'ordre social. Un esclave qui savait lire pouvait comprendre les journaux, s'informer des mouvements abolitionnistes, correspondre avec l'extérieur. Un esclave lettré était un esclave potentiellement rebelle. Mais Auguste avait persévéré avec l'obstination désespérée de celui qui sait que l'éducation constitue sa seule arme contre l'oppression. Il profitait de chaque instant de liberté pour déchiffrer les titres des journaux qui traînaient dans le salon, pour épeler les recettes inscrites dans les livres de cuisine, pour décrypter les étiquettes des bouteilles et des bocaux de sa propre cuisine. Progressivement, cette capacité de lecture lui ouvrit l'accès au trésor de la bibliothèque familiale. Lors de ses passages dans cette pièce lambrissée de chêne, où s'alignaient des milliers de volumes, Auguste profitait de chaque seconde d'inattention pour feuilleter discrètement les ouvrages qui l'intéressaient. Il étudia ainsi, par fragments volés, les traités de botanique qui décrivaient la flore locale, les manuels de médecine qui expliquaient le fonctionnement du corps humain,
les livres de chimie qui révélaient les secrets des transformations de la matière. Cette science interdite, qu'il s'appropriait grain à grain, constituait la base théorique de son futur projet de vengeance. Auguste découvrit ainsi les propriétés fascinantes et terrifiantes du monde végétal qui l'entourait. Les bayous de Louisiane recelaient une pharmacopée naturelle d'une richesse extraordinaire, héritée des savoirs ancestraux des Indiens chassés de ces terres, des traditions thérapeutiques des esclaves africains et des connaissances botaniques des premiers colons français. Il apprit à reconnaître les champignons mortels qui poussaient dans l'ombre humide des cyprès, leur forme innocente dissimulant des toxines d'une puissance redoutable. Il étudia les propriétés de certaines graines apparemment anodines, capables de provoquer des arrêts cardiaques si elles étaient consommées en quantité suffisante. Il répertoria les baies colorées que même les animaux sauvages évitaient instinctivement, comprenant par l'observation que la nature avait développé ses propres signaux d'alarme. Cette exploration botanique clandestine se doublait d'une expérimentation pratique menée avec la prudence méthodique d'un véritable scientifique. Auguste testait ses découvertes sur de petits animaux qu'il capturait discrètement. Rats des greniers, oiseaux blessés, reptiles des marécages. Il étudiait leurs réactions, chronométrait l'apparition des symptômes, ajustait les dosages selon les résultats observés. Ces expériences macabres lui enseignèrent que la mort par empoisonnement n'était pas uniforme, mais qu'elle pouvait prendre 1000 visages selon la substance utilisée et la dose administrée. Certains poisons tuaient rapidement dans d'atroces convulsions, d'autres provoquaient une agonie lente et silencieuse, d'autres encore imitaient si parfaitement les symptômes de maladies naturelles qu'aucun médecin n'aurait pu soupçonner un crime. Cette dernière catégorie de toxines retint particulièrement l'attention d'Auguste, car il ne voulait pas simplement tuer ses oppresseurs dans un accès de rage aveugle qui aurait immédiatement révélé sa culpabilité. Non, son projet de vengeance était infiniment plus sophistiqué et plus cruel. Il voulait que ses victimes meurent en comprenant exactement ce qui leur arrivait et qui en était responsable. Mais il voulait aussi que cette mort paraisse naturelle aux yeux du monde extérieur. Pendant ces longues années de préparation secrète, Auguste assista impuissant à bien d'autres injustices qui nourrirent sa détermination et affinèrent sa soif de vengeance. Il vit des compagnons d'infortune fouettés jusqu'au sang pour des peccadilles, leur dos lacéré par le cuir tressé manié par Philémon avec un sadisme évident. Il assista à la séparation déchirante de familles entières, quand les nécessités financières poussaient les maîtres à vendre séparément parents et enfants, époux et épouses. Il fut témoin des viols répétés que subissaient les jeunes femmes esclaves de la part des fils Beauregard. Violence systématique considérée comme un droit seigneurial par ces hommes qui se prétendaient chrétiens et civilisés. Il observa l'indifférence glaciale avec laquelle les maîtres contemplaient la misère de leurs esclaves, leur incapacité totale à concevoir que ces êtres humains puissent souffrir de la même façon qu'eux-mêmes. Mais c'est surtout la prospérité obscène de la famille Beauregard qui révoltait le plus Auguste. Chaque année, la plantation rapportait des dizaines de milliers de dollars de bénéfices, argent qui finançait les voyages en Europe de Thibaut, les toilettes parisiennes de Marguerite, les chevaux de course de Philémon. Cette richesse insolente s'édifiait intégralement sur la misère organisée de centaines d'êtres humains réduits au statut de bétail productif. Auguste calculait parfois, dans ces moments d'amertume, que la valeur des bijoux de Marguerite aurait suffi à acheter la liberté de toutes les familles esclaves de la plantation. Que le prix d'un seul des chevaux de Philémon équivalait au salaire qu'aurait mérité un ouvrier libre pendant 10 années de labeur. Ces comparaisons entretenaient en lui une rage froide qui ne demandait qu'à exploser au moment opportun. L'annonce du mariage de Philémon Beauregard avec Amélie Boudreau, la nièce du prêtre de la plantation, déclencha enfin la phase finale de son plan longuement mûri. Cette union était perçue par toute la famille comme l'apothéose de leur ascension sociale, le couronnement de 4 générations d'efforts pour s'imposer dans l'aristocratie créole de Louisiane.
Philémon épousait en effet l'une des plus jolies héritières de la région. Une jeune femme de 18 ans dont la dot considérable et les relations familiales permettraient d'agrandir encore l'influence des Beauregard. Une grande réception était prévue pour célébrer cette union stratégique, rassemblant toute la fine fleur de la société plantocratique locale. Auguste comprit immédiatement que le destin lui offrait l'occasion rêvée d'accomplir sa vengeance dans les conditions les plus dramatiques possibles. Un banquet somptueux où il pourrait déployer tous ses talents culinaires. Toute la famille réunie autour de la même table, les invités les plus en vue de la région présents pour témoigner du malheur qui s'abattrait sur leurs hôtes. Il n'aurait qu'une seule chance, mais elle serait définitive et spectaculaire. Cette perspective fit naître en Auguste un mélange d'exaltation et d'angoisse qui le surprit lui-même. Après 20 années d'attente, l'heure de la justice approchait enfin. Mais maintenant que le moment fatidique se précisait, il mesurait l'énormité de l'acte qu'il s'apprêtait à commettre. Car Auguste n'était pas un monstre né, et l'idée de donner la mort même à ses pires ennemis ne lui venait pas naturellement. L'organisation du mariage de Philémon mobilisa toute la maisonnée de Belmont pendant des semaines entières, transformant la plantation habituellement si ordonnée en véritable ruche bourdonnante d'activité. Octave Beauregard voulait que cette réception surpasse en faste et en magnificence tout ce qui s'était fait dans la région depuis des années, conscient que l'événement marquerait définitivement le statut social de sa famille dans l'aristocratie créole. Le patriarche parcourait quotidiennement les préparatifs d'un œil scrutateur, vérifiant chaque détail avec la méticulosité d'un général préparant une campagne décisive. Il fit venir des musiciens renommés de la Nouvelle-Orléans, un orchestre de 8 musiciens, dirigé par le célèbre maestro Thibaudot, capable d'interpréter aussi bien les valses viennoises que les mélodies créoles traditionnelles. Il commanda des vins fins directement de France, des Bordeaux et des Bourgognes millésimés qui avaient traversé l'Atlantique dans les cales des navires marchands. L'ameublement même de la demeure fut repensé pour l'occasion. De nouveaux rideaux de soie damassés furent tendus dans le grand salon, des chandeliers de cristal supplémentaires installés pour multiplier les jeux de lumière, des tapis persans déroulés dans les pièces de réception. Chaque surface fut astiquée jusqu'à briller comme un miroir, chaque bibelot épousseté avec un soin maniaque. Mais c'est à Auguste que revint la responsabilité la plus cruciale. Composer un menu digne des plus grandes tables européennes, un festin qui resterait dans la mémoire de tous les convives comme l'apothéose de l'art culinaire louisianais. Octave Beauregard lui donna carte blanche, mettant à sa disposition un budget quasi illimité et l'autorisant à commander tous les ingrédients exotiques qu'il jugerait nécessaires. Cette confiance absolue dans les talents de son esclave cuisinier remplissait Octave d'une satisfaction particulière et vaniteuse. Il se vantait déjà auprès de ses relations de posséder le meilleur cuisinier de toute la Louisiane, peut-être même de tous les États du Sud, et anticipait avec une délectation évidente les compliments que ne manqueraient pas de lui adresser ses invités. Car dans la société créole, où les codes de l'hospitalité revêtaient une importance quasi sacrée, la qualité de la table reflétait directement le raffinement, la prospérité et le rang social de l'hôte. Auguste accueillit ces instructions avec sa déférence habituelle, inclinant respectueusement la tête et murmurant les 8 maîtres, et bien sûr, maître attendu. Mais intérieurement, une exaltation terrible l'envahissait, mélange de jubilation vengeresse et d'angoisse existentielle. Enfin, après 20 longues années d'attente, d'humiliation ravale et de rage contenue, l'heure de la justice approchait. Le destin lui offrait sur un plateau d'argent l'occasion parfaite de sa vengeance. Il se mit au travail avec un zèle et une minutie qui impressionnèrent même ses assistants habituels, ses esclaves de cuisine qui l'aidaient depuis des années dans ses préparations quotidiennes. Jamais il ne l'avait vu étudier avec tant d'attention obsessionnelle la composition de ses plats, tester et retester inlassablement chaque recette, ajuster au gramme près la quantité de chaque épice, chronométrer au quart d'heure près les temps de cuisson. Ses gestes avaient en prise une précision chirurgicale, ses yeux une intensité inquiétante.
Il parlait encore moins qu'à l'accoutumée, se contentant de donner ses ordres d'une voix sourde, perdue dans des calculs complexes que nul ne pouvait deviner. Parfois, ses assistants le surprenaient immobile devant ses fourneaux, fixant le vide avec une expression indéchiffrable, comme s'il répétait mentalement une chorégraphie invisible. Car Auguste avait effectivement conçu son menu mortel avec l'art consommé et la patience méthodique d'un empoisonneur de génie. Il ne comptait pas utiliser un seul poison violent qui aurait provoqué une mort immédiate et suspecte, révélant instantanément la nature criminelle des décès. Non, sa stratégie était infiniment plus subtile, plus raffinée et plus cruellement calculée. Il allait employer une combinaison savante de toxines naturelles à effet retardé, dissimulées avec un art consommé dans les mets les plus raffinés et les plus appréciés, dosées selon les préférences gustatives personnelles qu'il avait méticuleusement étudiées et répertoriées pour chaque convive au fil de toutes ces années d'observation silencieuse. Chaque membre de la famille Beauregard recevrait son poison personnel, adapté à ses goûts particuliers comme un costume sur mesure. Les pralines à la noix de pécan d'Octave, qu'il dévorait avec la gourmandise d'un enfant, seraient délicatement parfumées avec l'extrait microscopique d'une graine toxique récoltée dans les marécages les plus reculés, substance capable de provoquer une défaillance cardiaque progressive et apparemment naturelle. Les petits gâteaux aux amandes de Marguerite, ces mignardises dont elle ne pouvait jamais se rassasier lors des réceptions, contiendraient une poudre de champignons vénéneux aux effets neurologiques dévastateurs, provoquant d'abord des hallucinations, puis une paralysie progressive du système nerveux central. Le café de Thibaut, ces 2 tasses rituelles qu'il ne manquait jamais de boire après chaque repas, seraient additionnées d'une teinture de baies empoisonnée aux propriétés corrosives, substance qui attaquerait lentement mais sûrement son système digestif en imitant parfaitement les symptômes d'un ulcère perforant. Et les chocolats de Philémon, le futur marié qui se régalait de ses confiseries avec un appétit jamais rassasié, recevrait un traitement tout spécial. Une combinaison mortelle de 3 toxines différentes, soigneusement sélectionnées pour leurs effets complémentaires et garantir une agonie particulièrement longue et douloureuse. Car Auguste voulait que Philémon, le plus cruel de tous ses bourreaux, soit aussi le dernier à mourir. Mais Auguste ne voulait pas seulement tuer ses oppresseurs dans l'anonymat d'un crime parfait. Il voulait que ses victimes comprennent exactement ce qui leur arrivait et surtout qui en était responsable. Il avait donc prévu un dernier raffinement diabolique. Lui-même ne toucherait à aucun des plats empoisonnés, prétextant le jeûne rituel que s'imposaient traditionnellement les cuisiniers créoles les jours de grandes réceptions pour s'assurer de la pureté de leur création. Et quand les premiers symptômes apparaîtraient chez ses victimes, quand la terreur se peindrait sur leur visage, alors Auguste révélerait la véritable nature de son chef-d'œuvre culinaire. Il voulait voir la compréhension d'honneur dans leurs yeux. La peur remplaçait l'arrogance, l'humilité succédait au mépris. Il voulait qu'ils réalisent que l'esclave qu'ils avaient cru connaître et dominer était en réalité leur maître à tous. Car Auguste avait décidé de mourir lui aussi ce jour-là. Pas empoisonné comme ses maîtres, mais lynché par les invités horrifiés quand ils comprendraient ce qui venait de se passer. Il préférait cette mort violente, mais digne à une vie d'esclavage prolongée. Au moins partirait-il en ayant prouvé que l'intelligence et la volonté pouvaient triompher de l'oppression, même au prix de la destruction mutuelle. Les préparatifs culinaires avancèrent selon les plans d'Auguste. Il récolta discrètement ses ingrédients mortels lors de ses sorties autorisées dans les bayous pour chercher des herbes aromatiques. Il distilla patiemment ses extraits toxiques dans des fioles microscopiques qu'il dissimula dans les recoins secrets de sa cuisine. Il répéta mentalement 100 fois la chorégraphie de l'empoisonnement, calculant au quart d'heure près le moment où il incorporerait chaque poison dans chaque plat. Mais si Auguste avait tout prévu sur le plan technique, il n'avait pas anticipé l'émotion qui le saisirait à l'approche de l'échéance. Plus la date du mariage approchait, plus il ressentait une angoisse grandissante. Non pas la peur de mourir qu'il avait déjà acceptée,
mais l'appréhension de commettre un acte irréversible qui le rendrait semblable à ses oppresseurs. Car Auguste n'était pas un monstre. 20 années de rage contenue ne l'avaient pas déshumanisé au point de pouvoir tuer de sang-froid sans éprouver de doute. Il pensait à Céleste, à l'enfant qu'il n'avait jamais eu, à tous les esclaves morts dans l'indifférence générale. Mais il pensait aussi aux domestiques innocents qui pourraient toucher par accident aux plats empoisonnés, aux invités qui ne lui avaient personnellement fait aucun mal, à l'horreur que représenterait cette tuerie pour les témoins survivants. Cette tension psychologique donnait à Auguste un comportement de plus en plus étrange à mesure que le jour J approchait. Ses assistants remarquèrent qu'il parlait seul en préparant ses plats, qu'il sursautait au moindre bruit, qu'il contemplait longuement ses mains comme s'il ne les reconnaissait plus. Mais ils attribuèrent ces bizarreries au stress naturel d'un cuisinier chargé d'une réception d'une importance exceptionnelle. Le 23 septembre 1857 se leva radieux sur la plantation Belmont. Un de ces matins dorés de fin d'été, où l'air embaumait encore les magnolias et où la rosée perlait sur les feuilles de coton. Rien dans cette beauté paisible ne laissait présager l'horreur qui allait bientôt s'abattre sur la demeure. Auguste se leva avant l'aube, comme chaque jour depuis 20 ans. Mais cette fois son cœur battait si fort qu'il entendait son pouls résonner dans ses tempes. C'était le jour qu'il attendait depuis la mort de Céleste, le jour où justice serait enfin rendue, ou du moins c'est ce qu'il se répétait en allumant les fourneaux de sa cuisine. La matinée se déroula dans une agitation fébrile. Les derniers préparatifs du mariage mobilisaient toute la plantation. Les jardiniers disposaient des guirlandes de fleurs dans la galerie principale, les domestiques astiquaient l'argenterie familiale et les esclaves des champs avaient été réquisitionnés pour dresser les tables sous les chênes centenaires du parc. Auguste supervisa ces préparatifs avec son autorité habituelle, donnant ses instructions d'une voix ferme qui ne trahissait rien de son trouble intérieur. Ses assistants s'activaient autour de lui, préparant les centaines de petits fours, de canapés et de mignardises qui devaient régaler les invités. Seuls les plats destinés spécifiquement aux membres de la famille Beauregard demeuraient de sa seule responsabilité. Vers midi, les premiers invités commencèrent à arriver. Auguste les observait discrètement depuis les fenêtres de sa cuisine, reconnaissant les visages familiers de la haute société créole. Monsieur et Madame Trépanier, qui possédaient la plus grande raffinerie de sucre de la région. Le colonel Boudouin et sa femme, dont les terres jouxtaient celles des Beauregard. Le docteur Lachapelle, celui-là même qui avait refusé de soigner Céleste 20 ans plus tôt. Cette dernière vision faillit faire vaciller la résolution d'Auguste. Revoir l'homme qui avait causé la mort de sa femme raviva sa douleur avec une intensité dévastatrice. Mais elle raffermit aussi sa détermination. Lachapelle ne figurerait peut-être pas parmi les victimes directes, mais il assisterait à l'agonie des Beauregard, et cette vision le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. La cérémonie religieuse eut lieu à 3 heures de l'après-midi dans la chapelle privée de la plantation. Auguste entendit les cantiques et les prières depuis sa cuisine, où il mettait la dernière main à son œuvre mortelle. Ses gestes étaient devenus mécaniques, comme guidés par une volonté supérieure à la sienne. Il incorpora les extraits toxiques dans les mets prévus avec la précision d'un apothicaire, vérifiant une dernière fois ses dosages sur son carnet secret. Quand les nouveaux époux sortirent de la chapelle sous les applaudissements, Auguste ressentit une émotion complexe qui le surprit lui-même. Il éprouvait de la pitié pour Amélie, cette jeune femme innocente qui allait devenir veuve le jour même de ses noces. Mais il était trop tard pour reculer. Le mécanisme qu'il avait mis en place depuis 20 ans ne pouvait plus s'arrêter. Les invités se dirigèrent vers les tables dressées sous les chênes, où les attendait le banquet préparé par Auguste. L'atmosphère était à la joie la plus pure. On complimentait la beauté de la mariée, l'élégance du marié, la splendeur de la réception. Octave Beauregard rayonnait de satisfaction, anticipant déjà les louanges que ne manqueraient pas de susciter les merveilles culinaires concoctées par son esclave. Auguste fit son apparition pour présenter personnellement ses créations aux convives, selon la tradition créole.
Il s'inclina respectueusement devant chaque table, expliquant la composition des plats avec l'éloquence discrète qui avait fait sa réputation. Mais ceux qui l'observaient attentivement auraient pu remarquer ses mains tremblantes et la sueur qui perlait sur son front malgré la fraîcheur relative de l'après-midi. Le repas commença dans la bonne humeur générale. Les invités se régalaient des merveilles proposées, louant à l'envi le génie culinaire du cuisinier des Beauregard. Auguste circulait entre les tables, veillant au service avec son professionnalisme habituel, mais évitant soigneusement de goûter le moindre aliment. Si cette histoire vous glace déjà le sang, mettez un pouce vers le haut et dites-nous ce que vous pensez des intentions d'Auguste. Car ce qui va suivre va dépasser en horreur tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vers 5 heures de l'après-midi que Philémon, le nouveau marié, mordit dans le premier de ses chocolats préférés. Auguste le regardait depuis l'entrée de la cuisine, et leurs yeux se croisèrent à cet instant précis. Philémon sourit et leva son verre en direction du cuisinier. Un geste de reconnaissance qui ressemblait terriblement à un adieu. Les premiers symptômes apparurent 1 heure plus tard, au moment où l'on servait le café et les liqueurs. Marguerite, qui venait de déguster ses petits gâteaux aux amandes favoris, se plaignit soudain de vertige. Elle porta la main à son front, vacilla légèrement, puis se rassit en expliquant qu'elle avait sans doute trop bu de champagne. Presque simultanément, Octave ressentit des palpitations cardiaques inquiétantes. Le vieil homme, habitué aux excès de table, attribua d'abord son malaise à l'émotion de la journée et à la richesse des mets. Mais les battements de son cœur s'accéléraient de façon alarmante et une douleur sourde irradiait dans son bras gauche. Thibault, lui, commençait à éprouver de violentes crampes d'estomac. Il avait bu ses 2 tasses de café habituelles, savourant leur arôme exceptionnel, mais maintenant une brûlure atroce lui dévorait les entrailles. Il essaya de se lever pour se rendre aux commodités, mais ses jambes se dérobèrent sous lui. Quant à Philémon, les effets de la triple combinaison toxique se manifestaient de façon particulièrement spectaculaire. Il était pris de convulsions qu'il tentait désespérément de dissimuler, tandis que sa vision se troublait et qu'un goût métallique envahissait sa bouche. Sa jeune épouse, affolée, lui tamponnait le front avec sa serviette de dentelle. Au début, les invités ne comprirent pas ce qui se passait. Ils attribuèrent ces malaises simultanés à la chaleur, à l'émotion ou aux excès d'une journée de fête. Mais quand Octave s'effondra soudain, frappé d'un arrêt cardiaque, et que Marguerite commença à délirer en proie à des hallucinations terrifiantes, la panique s'empara de l'assistance. Le docteur Lachapelle se précipita pour examiner les victimes, mais il ne comprenait rien aux symptômes qu'il observait. Chaque membre de la famille Beauregard présentait une pathologie différente, comme s'ils avaient été frappés simultanément par 4 maladies distinctes. Cela n'avait aucun sens médical. C'est à ce moment qu'Auguste sortit de sa cuisine et s'avança calmement vers le centre du drame. Tous les regards se tournèrent vers lui, espérant qu'il apporterait quelque explication ou quelque secours. Mais au lieu de cela, Auguste se contenta de regarder ses maîtres agoniser avec une expression que personne ne lui avait jamais vue, un mélange de satisfaction et de tristesse infinie. « Vous vous demandez ce qui leur arrive ?» dit-il d'une voix claire qui porta dans le silence horrifié. « Vous cherchez une maladie, un accident, une malédiction du ciel, mais la réponse est beaucoup plus simple. » Il sortit de sa poche le petit carnet dans lequel il avait consigné 20 années d'observation et de préparatifs et le brandit devant l'assistance médusée. « Ceci est l'œuvre de l'homme que vous appelez Auguste, votre esclave cuisinier, celui que vous considérez comme un meuble, comme un animal savant, juste bon à vous préparer de bons petits plats. Celui dont vous avez laissé mourir la femme et l'enfant pendant que vous sauviez votre fille avec le même remède. » Un murmure d'horreur parcourut les invités, qui commençaient à comprendre l'innommable vérité. Auguste avait empoisonné délibérément ses maîtres, transformant leur banquet de noces en banquet funèbre. 20 ans j'ai attendu ce moment, poursuivit Auguste avec une étrange sérénité. 20 ans j'ai étudié vos goûts, préparé mes armes, choisi mon heure. Vous pensiez me connaître, mais vous ne saviez rien de moi. Vous m'aviez rendu invisible à force de mépris, et cette invisibilité
est devenu votre perte. Octave Beauregard était déjà mort, terrassé par l'arrêt cardiaque. Marguerite délirait en proie à des visions cauchemardesques, ses fonctions neurologiques se détériorant rapidement. Thibault vomissait du sang, son système digestif rongé par l'acide végétal. Et Philémon convulsait de plus en plus violemment, conscient mais incapable de parler, prisonnier de son propre corps qui se mourait. « Regardez-les bien », dit Auguste aux invités pétrifiés. « Regardez comme ils souffrent, comme ils ont peur. C'est exactement ce qu'a vécu ma Céleste quand votre médecin a refusé de la soigner. C'est exactement ce que vivent tous les jours ceux que vous réduisez en esclavage. » Le docteur Lachapelle, reconnaissant enfin l'homme qu'il avait supplié 20 ans plus tôt, recula d'un pas, livide. « C'est impossible, balbutia-t-il. Un simple esclave ne peut pas. Il ne sait pas. Je ne sais pas, l'interrompit Auguste avec un rire amer. Docteur, j'en sais plus long que vous sur les poisons de nos bayous. Vos livres de médecine, je les ai lus en secret dans la bibliothèque de mes maîtres. Vos remèdes, je les ai étudiés et améliorés. Car, contrairement à vous, j'avais une vraie motivation pour apprendre. » Les invités commençaient à reculer, terrifiés par cette révélation. Certains couraient déjà vers leur voiture, fuyant ce lieu maudit. D'autres demeuraient figés par l'horreur, incapables de détourner les yeux du spectacle de cette vengeance implacable. Auguste se pencha vers Philémon, dont les convulsions s'espaçaient. Le jeune marié était encore conscient, ses yeux exorbités fixés sur son bourreau, avec une expression de supplication désespérée. « Vous avez toujours été le plus cruel envers nous, » lui murmura Auguste. « C'est pour cela que j'ai gardé le meilleur pour vous. 3 poisons différents, savamment dosés pour que votre agonie dure le plus longtemps possible, comme a duré celle de ma femme. » Philémon tenta d'articuler quelque chose, mais seul un râle inintelligible sortit de sa gorge. Sa jeune épouse sanglotait à ses côtés, serrant dans ses bras un homme qui mourait sous ses yeux le jour même de leur union. Marguerite rendit son dernier souffle dans un ultime délire, appelant sa mère morte depuis longtemps. Thibault s'éteignit quelques minutes plus tard, noyé dans son propre sang. Philémon résista encore un quart d'heure, ses muscles se contractant spasmodiquement jusqu'à ce que son cœur finisse par céder. Quand le dernier membre de la famille Beauregard eut expiré, Auguste se redressa et contempla son œuvre. 4 cadavres gisaient au milieu des restes du banquet nuptial, dans une parodie macabre de nature morte. L'odeur sucrée des fleurs de mariage se mêlait au relent de vomissures et d'excréments, créant un parfum d'apocalypse. « Voilà, » dit-il simplement. « Maintenant, vous pouvez me tuer. » Mais les invités survivants n'avaient qu'une hâte, fuir cette plantation maudite. Ils ne pensaient qu'à regagner leur demeure, loin de cette horreur. Certains partiront cette nuit même pour la Nouvelle-Orléans ou plus loin encore, poursuivis par le souvenir de cette journée cauchemardesque. Auguste demeura seul au milieu de cette désolation, entouré des corps de ses maîtres et des restes de son dernier festin. Il s'assit calmement dans l'herbe, adossé à un chêne centenaire, et attendit que les autorités viennent l'arrêter. Le shérif Boudreau arriva vers minuit avec une escouade de 2 putis et une meute de chiens. Il s'attendait à trouver un esclave en fuite, mais découvrirent Auguste exactement là où les témoins l'avaient laissé, paisiblement assis sous son chêne, contemplant les étoiles. Il ne résista pas quand ils l'enchaînèrent. Il ne prononça pas un mot quand ils le jetèrent dans le cachot de la prison paroissiale. Il semblait habité par une sérénité étrange, comme si l'accomplissement de sa vengeance l'avait libéré d'un fardeau intolérable. Le procès eut lieu 3 semaines plus tard et ne dura qu'1 journée. Auguste plaida coupable sans chercher la moindre circonstance atténuante. Il expliqua calmement ses motivations, décrivit sa méthode avec une précision scientifique et conclut en déclarant qu'il referait exactement la même chose si c'était à recommencer. Cette absence totale de repentir glaça l'assistance encore plus que les détails techniques de ses crimes. Les jurés, tout blancs et propriétaires d'esclaves, ne pouvaient concevoir qu'un homme réduit en servitude puisse nourrir des sentiments aussi complexes et élaborer des plans aussi sophistiqués. Cela remettait en question tous leurs présupposés sur la nature humaine de leurs biens meubles.
Auguste fut condamné à mort et pendu le lendemain même, selon la procédure expéditive réservée aux esclaves rebelles. Il monta à l'échafaud avec la même tranquillité qu'il avait montrée depuis son arrestation, refusant l'assistance spirituelle du père Boudreau et déclinant l'offre de prononcer ses dernières paroles. Mais juste avant que le bourreau ne place la corde autour de son cou, Auguste leva les yeux vers le ciel et murmura quelque chose que seuls les témoins les plus proches purent entendre. « Céleste, ma chérie, j'arrive. » Sa mort marqua officiellement la fin de cette tragédie, mais ses conséquences se propagèrent bien au-delà de la plantation Belmont. La nouvelle de cette vengeance extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Louisiane, semant l'inquiétude chez les maîtres d'esclaves et l'espoir secret chez les opprimés. Car Auguste avait prouvé que l'intelligence et la détermination pouvaient triompher de la force brute, que les humiliés pouvaient se dresser contre leurs oppresseurs et leur infliger une défaite cuisante. Son exemple inspire d'autres révoltes, d'autres actes de résistance, d'autres affirmations tragiques de dignité humaine. La plantation Belmont fut abandonnée après le drame. Personne ne voulait racheter cette propriété maudite où 4 personnes avaient péri empoisonnées par leurs propres esclaves. Les bâtiments tombèrent progressivement en ruine, envahis par la végétation tropicale qui reprit possession des lieux. Mais selon les témoignages locaux, certains phénomènes étranges continuèrent de se produire sur ces terres désolées. Des voyageurs rapportèrent avoir senti des odeurs de cuisine raffinée émanant des ruines, comme si un fantôme continuait de préparer d'éternels banquets pour des convives qui ne viendraient jamais. D'autres prétendirent avoir aperçu la silhouette d'un homme noir élégamment vêtu se promenant paisiblement dans les allées du parc abandonné. Mais quand il s'approchait, l'apparition se dissolvait dans la brume des bayous, ne laissant qu'une fragrance de magnolia et d'amandes amères. Les autorités tentèrent d'étouffer l'affaire, mais le bouche à oreille la propagea bien au-delà des frontières de la Louisiane. Dans les plantations de Caroline, du Mississippi et d'Alabama, les maîtres regardèrent leurs cuisiniers avec une méfiance nouvelle, car l'histoire d'Auguste avait révélé une vérité troublante. Ceux qu'ils croyaient connaître et contrôler demeuraient pour eux des mystères insondables. Cette prise de conscience marqua le début d'une période de paranoïa croissante dans le Sud américain. Les planteurs multiplièrent les mesures de surveillance, interdirent l'accès aux livres, renforcèrent les punitions. Mais paradoxalement, cette répression accrue ne fit que nourrir davantage la rébellion latente, car Auguste Beaumont avait accompli bien plus qu'une simple vengeance personnelle. Il avait démontré que l'esclavage contenait en lui-même les germes de sa propre destruction, que l'oppression absolue engendre inévitablement la résistance absolue. Son geste tragique annonçait les convulsions qui allaient bientôt déchirer l'Amérique. Aujourd'hui encore, dans les archives poussiéreuses de certaines bibliothèques louisianaises, on peut parfois tomber sur des allusions cryptiques à cette affaire Belmont que les contemporains préféraient oublier. Des rapports de police incomplets, des coupures de journaux censurés, des lettres privées où transparaît l'effroi des témoins. Mais le document le plus troublant demeure ce petit carnet retrouvé dans les affaires personnelles d'Auguste après son exécution. Ces pages couvertes d'une écriture serrée, où se mêlent recettes culinaires, observations botaniques et notations vengeresses. Un testament de haine patient et méthodique qui glace le sang par sa rationalité implacable. Car en lisant ces lignes, on comprend qu'Auguste n'était pas un monstre né, mais un homme transformé en bourreau par l'injustice subie. Sa tragédie personnelle éclaire d'une lumière crue l'horreur du système esclavagiste, cette machine à broyer l'âme humaine qui produisait autant de victimes chez les oppresseurs que chez les opprimés. La question qui hante encore les historiens est celle-ci. Combien d'autres Auguste Beaumont ont vécu et sont morts dans l'ombre des plantations américaines, emportant leurs secrets avec eux? Combien de vengeances silencieuses, de résistances cachées, de tragédies personnelles l'histoire officielle a-t-elle occultées? Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire d'Auguste vous semble-t-elle crédible? Pensez-vous qu'un homme puisse nourrir une telle rancune pendant 20 ans avant de passer à l'acte?
Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne si ces mystères de l'histoire vous passionnent, et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, se demandent si la vérité n'est pas parfois plus terrifiante que la fiction. Car au fond, la véritable question que pose l'histoire d'Auguste Beaumont n'est pas de savoir s'il a réellement existé, mais de comprendre pourquoi son geste nous trouble encore aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque sourire servile peut se cacher une rage rentrée, que derrière chaque acte d'obéissance peut couver une révolte en gestation. L'histoire d'Auguste nous enseigne que l'oppression, même la plus totale en apparence, ne parvient jamais à éteindre complètement la soif de justice qui habite le cœur humain. Elle nous rappelle aussi que cette soif, quand elle ne trouve pas d'exutoire légitime, peut se transformer en une vengeance terrible qui détruit autant celui qui l'exerce que celui qui l'a subi. Dans les bayous silencieux de Louisiane, là où s'élevait autrefois la plantation Belmont, les cypres centenaires continuent de murmurer dans le vent leurs secrets oubliés. Et parfois, dit-on, quand la lune éclaire les ruines envahies par la mousse, on peut encore sentir flotter dans l'air cette fragrance d'amandes amères qui signait la signature mortelle du plus redoutable cuisinier de l'histoire américaine.